Pardon, pendant que la technique se met en route. Donc bonjour à toutes et à tous. Je vais vous passer quelque chose qui est du travail de feignant. C'est-à-dire que je vais recycler un diaporama que j'ai largement utilisé dans le cadre d'une d'une intervention pour une association qui s'appelle Avenir Transport, qui sévit dans ses murs, enfin juste à côté. Et je vais essayer de partir. Alors, je vais faire un peu de stratosphère et Alain va faire des choses plus pragmatiques. C'est comme ça qu'on s'est articulé pour aujourd'hui. Et la stratosphère va viser notamment à replacer la problématique des transports dans la problématique générale énergie-climat. Dit autrement, est-ce que c'est un sujet plus important que les autres, moins important que les autres? Est-ce que ce qui va se passer plus tard ne dépend que de notre bon vouloir, ou bien il y a un certain nombre de contraintes externes qui sont déjà à l'œuvre et qui vont s'appliquer, que ça nous plaise ou pas? Et donc je vais commencer par donc un cadrage un peu macroscopique sur de quoi est fait l'avenir. Et pour vous réveiller tout de suite, je vais par exemple expliquer qu'à partir de maintenant, je crois fortement que la récession sera le paysage structurel. Donc si on pense à des mesures qui sont très gourmandes en capitaux, et ben juste on ne va pas les mettre en œuvre. Je crois que le pétrole est déjà contraint en France, et donc même si les gens ont envie d'en consommer plus, ben, il n'y en aura pas plus. Je crois que les raffineries ne sortent pas 0% de diesel et qu'elles ne sortiront pas 0% de diesel. Donc si on dit qu'on veut plus de diesel, ben, on a un petit sujet avec 30% du pétrole utilisé sur Terre, etc., etc. Donc voilà, je vais vous donner un certain nombre de cadrages de cette nature. Et après, la partie, pas parce que c'est nos personnalités, parce que c'est comme ça qu'on s'est arrangé cet après-midi, Alain rentrera en vie ses boulons plus appropriés avant un échange, j'imagine. Voilà, alors je vais commencer par revenir au grand succès diplomatique de décembre qui s'appelle l'accord de Paris. L'accord de Paris, vous en avez évidemment entendu parler. Je me suis permis une petite taquinerie en guise de commentaire sur cet accord dans une chronique récente dans les Échos que j'ai titrée « Victoire reste à faire ». C'est à peu près ce que je vais vous expliquer maintenant. Vous avez une droite qui est absolument capitale quand on cherche à relier les conséquences environnementales futures à nos actions d'aujourd'hui, qui est ce graphique d'apparence austère tiré d'un rapport du GIEC que je vous présente maintenant. Ce graphique, il dit une chose. Si vous regardez l'axe du haut, vous avez une graduation qui concerne les émissions que les hommes feront entre 1850 et 2100. Donc c'est des milliers de milliards de tonnes de CO2. Et si vous êtes à cet endroit sur l'axe, ça veut dire que vous avez émis 1000 milliards de tonnes de CO2 entre 1850 et 2100, là 2000, là 3000, etc. Il se trouve qu'à fin 2015, on en avait émis à peu près 2000 qui viennent, comme vous pouvez le voir sur la décomposition de droite, du charbon. On a un énorme sujet dans le monde avec la production électrique au charbon, de la déforestation, du pétrole et du gaz. Vous voyez tout de suite que le pétrole n'est pas le seul sujet dans le changement climatique. Donc, quand dans les allées de Copenhague, il y avait des tas d'associations qui se baladaient en disant le pétrole tue le climat, il y contribue, mais il n'est pas le seul acteur dans cette affaire. Si vous reportez donc les émissions sur la droite qui est matérialisée par l'ensemble de courbes de couleurs, là, et que vous allez ensuite sur l'axe vertical, vous avez l'augmentation de température pour laquelle on a déjà signé en 2100. Dit autrement, aujourd'hui, l'inertie du système climatique, et notamment de son compartiment océanique et de son compartiment cryogénique, donc les calottes polaires, fait que nous sommes absolument certains d'avoir 1,2, alors il y a une barre d'incertitude, plus ou moins quelque chose. Donc il se pourrait qu'on ait déjà dépassé les 1,5 avec les émissions à date, donc que les émissions à date interdisent physiquement qu'on soit en dessous de 1,5, c'est possible. Il se peut, si on a de la chance, que ça ne nous garantisse que 0,7 ou 0,8. Si je renverse le raisonnement, je dis je ne veux pas plus de 2 degrés, c'est l'accord de Paris. À ce moment, j'ai le droit à 3000 milliards de tonnes de CO2 entre 1850 et 2100, et comme j'en ai déjà émis 2000, un petit raisonnement budgétaire simple nous amène à la conclusion qu'il en reste 1000 qu'on peut émettre. Donc si on est sérieux sur les 2 degrés, nous avons un objectif physique de base qui consiste à ne pas émettre sur le restant du XXIe siècle plus de la moitié de ce que nous avons déjà émis jusqu'à maintenant sur une période où on était entre 1 et 7 milliards d'habitants, alors que sur le reste du siècle, il paraît qu'on va être entre 7 et 9, et où un certain nombre de gens ne possédaient pas de voiture ou de billets d'avion à prix cassé. Si je traduis ça en termes de dynamique de réduction des émissions, il y a une chose absolument capitale là aussi à avoir en tête, qui est que ça suppose que les émissions mondiales soient divisées par 3 d'ici à 2050.
Si je fais de la proportionnelle par rapport à maintenant, c'est-à-dire que les émissions d'un Français sont divisées par 3, mais aussi que les émissions d'un Burkinabé sont divisées par 3. Et si je suis un peu plus communiste et que je dis qu'à l'arrivée tout le monde a droit à la même chose, les émissions d'un Français sont à diviser par 5. Comme les émissions d'un Français, vous le verrez après, ne proviennent que très peu du secteur électrique, ça veut dire qu'il faut essentiellement taper ailleurs. Tout à l'heure, on me demandait un avis sur les politiques publiques menées en France. Je suis désolé de dire ça devant la personne qui était en charge au moment du DNTE, mais enfin, on s'est largement trompé de problème en entrée du DNTE. Ça ne veut pas dire qu'il n'est rien sorti, ça veut dire qu'on s'est largement trompé de problème en entrée. Voilà maintenant un camembert qui va vous donner les émissions mondiales. Donc, rappelez-vous, il faut les diviser par 3 d'ici à 2050. 20% des émissions mondiales viennent des centrales à charbon, 21 très exactement. Il faut savoir que le charbon est le premier contributeur à la production électrique dans le monde. Et soit dit en passant, sur les 14 dernières années, la production électrique au charbon dans le monde a augmenté 15 fois plus que la production électrique au photovoltaïque. Donc le vrai, oubliez les communiqués de presse et ce qui se raconte dans le journal français, le vrai fait marquant de l'évolution de la production électrique sur les 15 dernières années, c'est l'explosion du charbon. La Chine, c'est plus vrai maintenant, mais il y a encore quelques années, mettait chaque semaine en service l'équivalent d'un EPR, mais au charbon. Chaque semaine. Vous avez actuellement 1800 gigawatts de centrales à charbon installées dans le monde, quand vous avez nos fameux 63 gigawatts qui nous turlupinent de nucléaire en France. Donc 1800 sur le charbon. Après, vous avez 6% des émissions qui viennent de centrales électriques au pétrole et au gaz. Donc la production électrique à combustible fossile fait 27% dans le monde. Tout de suite, vous allez comprendre une chose, c'est que tous les modes de propulsion électrique, on devra toujours regarder d'où vient l'électricité pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise affaire, non seulement en termes de CO2, mais également en termes de particules. On a récemment fait au sein du cabinet Carbone 4 une analyse qui montre que si vous mettez un tramway tout à fait électrique dans un contexte dans lequel il est alimenté au charbon, les émissions de particules de l'ensemble du système sont à peu près les mêmes que si vous avez des bus au diesel. Juste, elles ne sont pas émises au même endroit. Mais vous avez à peu près les mêmes. Donc, simplement, elles sont déportées dans la production électrique. 5% des émissions mondiales viennent des cimenteries. Bon, ça, c'est pas trop un sujet aujourd'hui. 10% viennent du reste de l'industrie. Là-dedans, l'acier fait encore 4 ou 5%. 6% viennent des chaudières de bâtiments en direct. 13% viennent des transports. Donc vous voyez tout de suite, dans le monde, les transports, c'est un sujet, mais ce n'est pas un sujet plus important que les centrales à charbon, ce n'est pas un sujet plus important que l'industrie, hein, c'est un sujet parmi un certain nombre. Et dans ces 13% qui viennent des transports, 4 viennent des voitures dans le monde, 4 des camions, 3 des bateaux et 2 des avions. Donc c'est réparti sur un certain nombre de modes. 20% vient de l'agriculture, on n'en parlera pas aujourd'hui, 8% de la déforestation, on n'en parlera pas aujourd'hui, 11% viennent d'autres bricoles. Donc, vous voyez que dans le monde, les transports, c'est 13%, tout gaz à effet de serre confondu. Donc, s'attaquer au transport, c'est indispensable. S'attaquer au transport, ce n'est pas suffisant. Si je regarde maintenant l'Europe, les transports occupent une part plus importante parce que d'autres secteurs occupent une part moins importante. Donc, les transports, c'est 20%. Après, vous retrouvez le reste. Et si maintenant, vous regardez au sein des transports d'où viennent les émissions, vous avez le transport routier qui en fait à peu près les 3/4, on va dire. Et là-dedans, selon l'endroit où vous mettez les utilitaires, parce que les utilitaires font l'objet d'un long débat statistique pour savoir si c'est dans le fret, la camionnette du plombier, vous savez, hein, est-ce que la camionnette du plombier transporte avant tout le matériel du plombier ou avant tout le plombier? Si c'est avant tout le plombier, ça va dans les transports de personnes. Si c'est avant tout la trousse à outils du plombier, ça va dans le fret. Et c'est pas rien les utilitaires, parce que les utilitaires, ça fait 20% en gros de la consommation de carburant dans le pays. Donc on n'est pas en train de parler d'un truc marginal. Mais bref, vous avez fret et marchandises, et après vous voyez la marine marchande et l'aviation qui représentent des choses plus secondaires. Alors maintenant, je vais vous poser un premier élément de décor extrêmement important à avoir en tête. L'Europe est déjà en contrainte en ce qui concerne son approvisionnement pétrolier. L'approvisionnement pétrolier européen est en décrue subie, et j'insiste sur le subi, depuis 2006. Donc 2006, ce n'est pas le Grenelle de l'environnement, c'est ni Madame Royal ni Monsieur Borloo, ce n'est pas plus les Grunen. Vous allez voir qu'en fait, c'est la géologie qui s'en est chargée. Vous avez ici un graphique qui vous donne la décomposition de ce qu'on a coutume d'appeler la production de pétrole dans le monde depuis 1900. Alors pourquoi je vous dis coutume d'appeler? Parce qu'en fait, les statisticiens dans l'univers des combustibles liquides publient des chiffres qui agrègent des choses qui sont du pétrole et des choses qui n'en sont pas, tout ça étant dans une catégorie qui s'appelle des liquides. Alors qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans?
On va trouver, je suis désolé c'est en anglais parce que je suis un feignant donc j'ai fait le truc en anglais, vous allez trouver une première catégorie tout en bas qui sont ce qu'on a coutume d'appeler les extra lourds. Donc les extra lourds c'est les sables bitumineux du Canada typiquement, l'Orénoque au Venezuela, etc. Et ça vous fait vraiment des carburants quand ça passe dans les installations qui sont sur site. Au-dessus, vous allez trouver le vrai pétrole. Alors le vrai pétrole crude, là, pétrole brut, c'est ce qui sort vraiment sous forme de pétrole. Donc vous faites un trou dans un gisement de pétrole et il en sort vraiment du pétrole. Et au-dessus, vous avez deux produits, à la fois condensat et NGL, qui ne sont pas du pétrole, mais qui sont dans les statistiques de production de BP comptés avec le pétrole. Si vous regardez tout ce qui est compté avec le pétrole, vous voyez que ça augmente sans discontinuer, moins vite qu'avant, mais certes depuis les chocs pétroliers. Si vous retranchez les liquides de gaz, alors les liquides de gaz, c'est quoi? C'est éthane, propane, butane. C'est ce que vous utilisez pour partir en camping. C'est absolument pas du pétrole. Ça peut faire un peu de carburant sous forme de GPL, mais ça n'est pas du pétrole. D'accord ? Et les condensats, c'est des molécules un peu plus lourdes qui sortent aussi avec le gaz. Alors comme la production de gaz est en croissance, liquide de gaz et condensat augmentent. Par contre, vous voyez que la production de pétrole stricto sensu, c'est-à-dire la somme du rouge sombre et du rouge moins sombre, n'augmente plus depuis 2005. En 2005, il s'est passé un fait déclencheur de la crise économique actuelle, qui est que la production de pétrole dans le monde a cessé d'augmenter. De là, un enchaînement, les prix de l'immobilier se sont retournés aux États-Unis en 2006 et tout reste a suivi. Donc ce n'est pas la crise financière qui a provoqué la crise économique, c'est un ralentissement industriel sensible dans tous les pays de l'OCDE qui a déclenché la crise économique, qui a déclenché la crise financière. C'est bien dans ce sens-là que ça s'est passé. Soit dit en passant, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Le bas du pétrole en ce moment va contraindre l'offre à la baisse parce qu'un certain nombre de projets ne sont pas rentables et les investissements arrêtent d'être faits. La production va cesser de croître ou décroître dans un certain nombre de zones, c'est déjà le cas aux États-Unis. Du coup, le PIB va être encore plus contraint qu'avant et on va avoir de nouveau, à mon avis, un coup de tabac financier dans n'importe quand entre 6 mois et 2 ans et demi. C'est dans ce cadre-là qu'il faut penser les politiques publiques. Je le dis pas juste pour me faire plaisir ou pour vous faire peur. C'est dans ce cadre-là qu'il faut penser les politiques publiques. Dit autrement, penser les politiques publiques aujourd'hui en pensant qu'il y aura de plus en plus d'argent pour financer des trucs sympathiques, malheureusement, c'est plus vrai. Il y en aura de moins en moins globalement. Deuxième chose qu'il est intéressant d'avoir en tête, vous avez ici la décomposition par nature de produits raffinés des raffineries dans le monde. Donc le pétrole, on ne l'utilise pas brut, on le met dans une raffinerie, il en sort des produits raffinés. Ce que vous voyez, c'est que depuis 1965, la part des produits légers, alors qu'est-ce qu'on met dans les produits légers? C'est GPL, Naphtha, qui est le produit utilisé en pétrochimie, et l'essence, c'est flat, aux alentours de 30%. Au-dessus, vous avez fuel et diesel, et j'ai oublié de le mentionner, kérosène, donc le jet fuel, et vous voyez que c'est légèrement croissant, mais pas tellement, ça augmente un tout petit peu. Et donc, fuel et diesel, c'est le même produit, pétrolier. Et là, premier renseignement pour la mission, si on dit le diesel, on n'en veut plus, il va continuer à sortir des raffineries. Donc vous faites un grand trou quelque part et vous le mettez dedans, puisque je ne vois pas trop ce que vous allez faire d'autre. Le parc mondial de raffineries, on ne va pas comme ça changer les coupes de raffinerie. Les coupes de raffinerie, ça ne se change pas. Les raffineries, c'est des installations de distillation. C'est des trucs extrêmement capitalistiques. Une raffinerie, ça vaut quelques milliards d'euros pièce. On n'arrive pas comme ça overnight en disant là, ça ne me plaît plus, j'ai pas envie de diesel, je voudrais autre chose, des ours en peluche. Non, d'accord, ça reste comme ça. Et vous voyez au-dessus les produits lourds, qui sont à la fois le fuel lourd, qui sert surtout dans la marine marchande et un peu dans l'industrie, et bitume et lubrifiant, qui occupent à nouveau un tiers, plus ou moins quelque chose. Donc il faut bien voir que le carburant qui vous intéresse aujourd'hui représente un tiers du pétrole produit dans le monde. Un tiers. À partir du moment où le pétrole est déjà en décrue d'approvisionnement, dire qu'on va se passer de ce tiers-là est possible. Physiquement, ça ne pose aucun problème. Par contre, il faut voir que la contrepartie en termes de contraintes immédiates sur la mobilité, elle est réelle. Parce que ça ne sera pas remplacé par autre chose rapidement. Autre point que je veux développer devant vous. Alors je vous ai dit, l'Europe est déjà en approvisionnement pétrolier contraint à la baisse. Je vous montrerai la courbe après. Vous allez me dire, il raconte n'importe quoi. Si c'était contraint à la baisse, ça devrait devenir très cher. Eh bien, la réponse à cette question légitime, c'est que malheureusement, ça ne marche pas comme ça, car il n'y a pas, alors ça c'est un autre truc très désagréable à entendre, il n'y a pas d'élasticité long terme entre prix et volume sur le pétrole. Dit autrement, tout ce qu'on a pu apprendre en cours d'économie sur le fait que s'il y en a moins, c'est plus cher, et s'il y en a plus, c'est moins cher, ça marche à court terme. Donc si à très court terme, vous diminuez rapidement l'offre pétrolière suffisamment, les prix remontent, mais ça dure 6 mois, 1 an et demi, le temps de casser la machine économique, et après il se passe n'importe quoi. Donc il n'existe pas
d'élasticité long terme prix-volume. Et je veux bien parier une bouteille de champagne avec n'importe qui dans cette pièce que je n'ai jamais dit nulle part qu'un pétrole contraint allait devenir de plus en plus cher de manière indéfinie. Et je ne l'ai pas dit parce que je ne le pense pas. Vous avez ici donc un graphique sur lequel j'ai reporté, alors c'est très simple, hein, les données sont publiques, j'ai reporté en abscisse la quantité de pétrole consommée dans le monde et en ordonnée le prix du baril en monnaie constante. Si le pétrole devait devenir plus cher quand il y en a moins, eh bien tous les points devraient être le long d'une espèce de courbe décroissante comme ça. Moins il y en a, plus c'est cher, plus il y en a, moins c'est cher. D'accord, il devrait être le long d'une courbe comme ça. Les fameuses courbes, vous savez, décroissantes que vous avez vues sur les modélisations économiques. Or, vous voyez tout, sauf ça. Enfin, on devait théoriser le prix du pétrole, on pourrait presque de manière caricaturale dire qu'il n'y a que deux régimes stables. Il y a un régime dans lequel le volume fait n'importe quoi avec un prix constant, puis un régime dans lequel le prix fait n'importe quoi avec un volume constant, puis un régime dans lequel le volume fait à nouveau n'importe quoi avec un prix quasi constant, puis de nouveau un régime dans lequel le volume est constant et le prix fait n'importe quoi. Donc, ne croyez pas une seconde qu'un approvisionnement pétrolier contraint se répercute sur un prix perpétuellement croissant. Ce n'est pas ça qui se passe. La manière dont le système s'organise, on n'aura pas le temps de développer aujourd'hui, mais en tout cas c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé, et ça a très bien marché à la fois en 2007 et en 2011, et je pense que malheureusement ça va remarcher maintenant, c'est qu'un approvisionnement contraint à la baisse vous fait une récession. Ça, j'en suis absolument certain. Mais ça ne vous fait pas nécessairement un prix qui fait n'importe quoi, qui est structurellement croissant. Il est croissant transitoirement, ça oui, après, on ne sait pas. Et par ailleurs, il faut retenir une chose importante. Alain et moi avons commis un ouvrage, on s'est fiancés à se marier, et nos fiançailles ont pris la forme d'un ouvrage qui s'appelait Le plein s'il vous plaît, dont je me rappelle très bien que mon éditeur de l'époque, enfin notre éditeur de l'époque, avait fait un livre par député présent à l'Assemblée. Il y en a probablement certains qui sont encore là aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez lu, probablement que non, je le regrette, dans lequel on expliquait que la taxe carbone était le meilleur impôt qui soit. Et c'était entre autres choses, et c'est sur la base de cet argument, soit dit en passant, que j'ai convaincu l'éditorialiste le plus libéral des Échos d'y adhérer, c'est un moyen de conserver la rente chez soi. Il faut bien voir que si les carburants ne sont pas taxés, à chaque hausse du prix de marché, c'est le producteur qui encaisse la rente. Si vous taxez le carburant chez vous, c'est vous qui gardez la rente. Et alors, quelque chose que j'ai coutume de dire, c'est on peut dire ce qu'on veut sur les fonctionnaires français qui sont une bande d'incapables, mais enfin, à tout prendre, je préfère financer les fonctionnaires incapables de chez moi que les fonctionnaires incapables des autres. Donc il faut bien comprendre que la taxe carbone protège le consommateur. Elle ne le saigne pas, elle le protège. C'est une prime d'assurance, la taxe carbone. Et c'est obligatoire de payer les assurances. Et on n'a jamais dit que payer les assurances de manière obligatoire était diminuer le pouvoir d'achat d'une manière scandaleuse. Et je regrette amèrement que la baisse actuelle du pétrole, on n'en ait pas profité pour dire on va se partager la baisse. Il y avait un argument, c'était politiquement tellement simple. On ne va pas vous saigner, on va se partager la baisse. Et crac, on remontait la fiscalité sur le carbone. Hein, voilà, ça je pense que c'est quelque chose pour lequel nos enfants ne nous diront pas merci. Donc je reviens à mon histoire de pétrole. La meilleure démonstration que le prix n'est pas prévisible, c'est que tous ceux qui s'essayent à des prévisions de prix racontent n'importe quoi. Vous avez ici le prix du pétrole tel qu'il a vraiment été en monnaie constante, c'est la courbe bleue que vous avez sur ce graphique, donc la courbe bleue que vous voyez là. Et tous les traits de couleur autres sont les projections de prix à date faites par l'Agence internationale de l'énergie entre 2003 et 2014. Bon, si on a chez Carbone 4 un ingénieur qui s'amuse à nous faire des simulations de cette nature, ou un directeur du marketing qui s'amuse à nous faire des prévisions de vente de cette nature, je peux vous assurer qu'il ne restera pas longtemps. L'AIE continue à faire tous les ans des projections de prix religieusement reprises par Le Monde. J'ai envoyé au journaliste du Monde qui a repris ce truc-là, ce graphique, en lui disant une projection de prix de l'AIE est un non-événement absolu. Je pense que vous devriez faire un papier sur le fait que c'est un non-événement absolu. Je vous assure qu'il n'a pas fait le papier. Par contre, on continue à entendre ici et là que l'AIE prévoit que le prix du baril sera bas pendant 5 ans. Ils en savent foutre rien. Moi non plus, du reste. Ils n'en savent foutre rien. Il sera ce qui sera. Voilà. Je peux même vous dire une chose, c'est si le prix du baril reste durablement bas sur les 5 ans qui viennent, c'est que la récession sera particulièrement sauvage. C'est la seule chose que je suis capable de vous dire. Voilà la seule projection de prix intelligente que j'ai vue ces dernières années. C'est le FMI qui l'a faite, et le FMI vous dit, à 12 mois, je ne sais pas ce qu'est le prix du pétrole. Voilà, ça c'est une projection de prix intelligente. On connaît la personne qui a fait cette projection de prix, soit dit en passant, enfin qui a fait ce genre de graphique, on le connaît bien, maintenant il est à la Banque d'Angleterre, la Banque centrale. C'est ce genre de choses qu'il faut avoir en tête.
Par contre, le pétrole conditionne l'économie, c'est ce que je voulais vous dire. Vous avez ici, alors ça, ce n'est pas la preuve, mais c'est la conséquence logique du raisonnement. Vous avez ici un graphique sur lequel j'ai reporté en rouge la variation de la production mondiale de pétrole en volume. Donc c'est le nombre de barils qui sont produits. Et en bleu, vous avez la variation du PIB par personne en moyenne mondiale. Il y a le meilleur indicateur avancé que vous ayez aujourd'hui. Et c'est un indicateur avancé, j'insiste, vous voyez, il y a un petit décalage, le pétrole précède le PIB, c'est la variation de pétrole dans le monde. Donc je vous le redis, bas prix du pétrole, le shale oil commence à décroître, les tar sands, tous les projets sont remis sur étagère, les investissements de Enhanced Oil Recovery dans les gisements matures sont remis sur étagère, donc la production va se tasser, donc le PIB va se tasser. Or vous allez voir après la tête de l'endettement sur les 6 ou 7 dernières années, donc il va se passer quelque chose. Je ne sais pas où, quand, comment, mais c'est quelque chose. Mon seul souhait, c'est que ça se passe avant 2017, enfin avant mai 2017, parce que sinon, on va encore élire quelqu'un qui va faire des promesses fantaisistes et on aura la gueule de bois rapidement derrière. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'approvisionnement européen en pétrole. Vous avez ici la décomposition de l'approvisionnement européen en pétrole. Oui, j'ai oublié de vous dire, Alain et moi, on fait souvent good cop, bad cop, donc vous avez compris à qui vous avez affaire en premier. Vous avez ici l'approvisionnement européen en pétrole depuis 1965. Alors ce que vous voyez, c'est que avant les chocs pétroliers, ça venait pour l'essentiel des importations. Puis après les chocs pétroliers, la mer du Nord s'est développée et passé par un maximum en 2000. Donc le pic pétrolier, ça existe, je l'ai rencontré, malgré la hausse du prix du baril, parce qu'en 2006, le prix est remonté très fort. Donc là, je peux vous dire que les investissements, ils sont allés à fond. Ils produisent un peu maintenant, là vous voyez, le déclin s'est un peu tassé, mais enfin bon, il va continuer. Et vous avez les importations en vert, et vous voyez qu'au moment où la production mondiale de pétrole atteint un plateau, les importations se mettent à être déclinantes, elles sont contraintes à la baisse, parce que dans une marmite dont la taille n'augmente plus, le fait que les émergents et les consommateurs des pays producteurs se servent de plus en plus, ça en laisse de moins en moins sur le marché international pour les importateurs historiques. Nous avons perdu depuis 2006, et ça n'est pas le fruit d'une politique publique, 20% quasiment du pétrole disponible en Europe. D'où la raison pour laquelle, depuis 2007, la production industrielle décline dans tous les pays européens, sauf l'Allemagne. Et ce n'est pas le fait que Montebourg est un abruti, c'est juste le fait que de moins en moins de pétrole fait qu'on a de moins en moins de camions qui circulent, ça grippe un peu la machine industrielle, et on produit de moins en moins. Et ça va continuer. Et ça va continuer. Ceci, allons avec cela, vous avez ici la variation du PIB européen depuis 50 ans. Vous voyez, ça c'est les 30 glorieuses, quand mes parents ont acheté leur maison pour 3 fois rien. Après, on a eu les chocs pétroliers. Donc la moyenne de la croissance du PIB pendant les 30 glorieuses, 5%. La moyenne pendant les 30 ans qu'ont suivi les chocs pétroliers jusqu'en 2007, 2%. Et la moyenne depuis le choc de 2007-2008, c'est-à-dire depuis que la production de pétrole mondiale s'arrête de croître, 0. Voilà. Et quand vous regardez la tendance sur ce taux de croissance, je ne suis pas sûr que je parierais mon dernier euro d'économie sur le fait que ça va repartir à la hausse. Hein? Et tout ça dans un contexte de dette qui a augmenté. Alors là aussi, on vilipende les argentiers français qui sont non respectueux des deniers publics. Vous voyez qu'à partir de 2007, ici, là, vous avez un boost dans l'accroissement de l'endettement, mais enfin, vous avez exactement la même chose en Grande-Bretagne, et même en bien pire, puisqu'on possède 40% à 90% du PIB sur la dette publique. Et les États-Unis, champions toutes catégories, ont doublé leur dette publique entre 2007 et 2013. Et je vais finir là-dessus. Avant les chocs pétroliers, dans tous les pays de l'OCDE, là je vous le montre pour les États-Unis, mais c'est vrai pour tous les pays de l'OCDE, le rythme de croissance de l'énergie vous donnait le rythme de croissance de la production industrielle qui vous donnait le rythme de croissance du PIB. Si je prends l'énergie en rouge, le PIB en brun, la production industrielle en brun, le PIB en bleu et l'endettement fédéral en vert, vous voyez que bleu, brun et rouge sont indiscernables, ils se recouvrent totalement avant les chocs pétroliers. Dit autrement, vous avez plus d'énergie, vous avez plus de production industrielle, vous avez plus de PIB. Après les chocs pétroliers, vous voyez que l'énergie se met à croître moins vite et en apparence, on dématérialise, ce qui est une excellente affaire, sauf que la dématérialisation va de pair avec une croissance de la dette. Et là aussi, j'ai une conviction que je n'aurai pas le temps de développer aujourd'hui, qui est qu'une partie de cette dématérialisation, elle est indissociable d'une croissance de la dette parce que c'est de l'inflation d'actifs. Donc, quand il y a une crise financière, ça se corrige dans l'autre sens. Une fois que je vous ai dit ça,
un cadrage là aussi macro que j'ai en tête sur la manière d'envisager l'avenir de n'importe quoi, y compris le diesel dans les transports. La règle qui va devenir cardinale maintenant, si on veut avoir des plans qui se réalisent, j'insiste, qui se réalisent, c'est qu'il va falloir faire mieux avec moins. Et ce n'est pas juste dans les transports, c'est d'une manière générale, faire mieux avec moins. Toutes les projections de trafic qui basent soit la construction d'infrastructures, soit les substitutions de parcs, soit etc., doivent s'envisager avec des trafics stables ou décroissants. Ce n'est pas absolument certain que ce sera comme ça tous les ans. Par contre, c'est absolument certain que c'est la règle de prudence. Si ça passe dans ce contexte-là, on est sûr que ça passe si ça va mieux. Par contre, si on compte sur le fait que ça aille mieux pour que ça passe, ça ne marchera pas. Dernier point, vous avez constaté que les taux longs étaient devenus nuls. L'avenir nous intéresse quand même un peu. Donc là aussi, dans tous les calculs des bilans socio-économiques, c'est un truc qui nous amuse beaucoup, Alain et moi, j'ai un avis qu'il faut qu'on actualise avec un taux nul. Et vous verrez que ça change un tout petit peu l'ordre de mérite des choses qu'on peut faire. Quelque chose qui est absolument central, c'est que la technologie ne réglera pas tout. On est très technocentré dans le monde industrialo-environnemental sur le fait qu'il suffit d'avoir la bonne techno et puis crac, on va régler le problème dans un monde toutes choses égales par ailleurs. Historiquement déjà c'est faux. En général, la technologie a rajouté des usages les uns sur les autres beaucoup plus qu'elle n'a réglé des problèmes de manière globale. Et donc, il faut prononcer des gros mots. Les gros mots s'appellent fiscalité, les gros mots s'appellent réglementation, les gros mots peuvent s'appeler obligation ou interdiction. Dans cet excellent livre que j'ai mentionné tout à l'heure, on a rappelé, le plein s'il vous plaît, on a rappelé que la subvention vide à l'est de l'État alors que la fiscalité les remplit. Il serait bon de ne pas l'oublier à un moment où, comme je le disais tout à l'heure, le PIB n'augmentera plus et plus on s'endette, plus on dit aux gens qu'un jour leur assurance vie ne vaudra plus rien, parce que c'est bien ça qu'il faut comprendre. Dans un monde sans inflation, l'appurement de la dette, c'est le défaut. Et le défaut, c'est que vous prenez votre assurance vie si vous en avez, puis un jour on vous dit, mon bon monsieur, ma brave dame, j'ai une bonne nouvelle pour vous, ça valait quelque chose, ça vaut zéro. Voilà, ça c'est un défaut obligataire sur la dette souveraine. Et ça finira par arriver. Je ne sais pas vous dire quand, je ne sais pas vous dire comment, je ne sais pas vous dire si ce sera grave ou pas, mais c'est évident que ça finira par arriver. Et donc, les ingénieurs que nous sommes vous disent, on adore bosser dans le secteur dans lequel on bosse, moi je ne changerai pour rien au monde, ne comptez pas sur nous pour sauver le monde, nous tout seuls. Ça ne marchera pas. Dernier point, et c'est le chapitre 1 du dernier bouquin que mon éditeur n'est pas assez riche pour avoir envoyé à tous les députés de cette assemblée, quand il sortira en poche peut-être, de l'arithmétique de base. Dans un monde sans croissance, vous ne savez pas donner plus à gauche sans donner moins à droite. Impossible. Si vous dépensez 100 par an et qu'un budget augmente dans les 100 par an, les autres diminuent inexorablement. Le monde en croissance dont nous sortons est un monde facile, parce que vous pouvez régler les nouveaux problèmes sans vous démunir des moyens qui ont servi à régler les problèmes précédents. Dans un monde sans croissance, ça n'est plus possible. Donc on va devoir faire des choix, on va devoir les partager avec la population, sinon on ne sera plus en démocratie. Pas qu'on veuille, je veux dire, on va en sortir par la force. Donc il va y avoir un sujet de choix. Voilà. J'ai été un peu appuyé sur tout ce cadrage parce que c'était l'occasion pour moi de le rappeler et ce n'est pas un cadrage qui s'applique juste à la question de la mission sur le diesel. Ça s'applique aussi à la loi de finances, ça s'applique à aux subventions sur les ENR, à la rénovation, à tout ce que vous voulez. On va vraiment devoir faire mieux avec moins. Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire rentrer dans ce cadre-là concernant les transports? Alors, c'est quelque chose, encore une fois, qui ne sont pas actionnables dans les 3 mois qui viennent, c'est plus un cadre de réflexion un peu large. Un premier sujet est il restera des voitures dans l'univers que nous avons construit. Ça fait un siècle qu'on étale les villes, les gens ne vont pas déménager en une semaine. Donc il restera du transport individuel et en particulier, il faut savoir qu'en France, un tiers de la mobilité motorisée, donc en voiture, c'est du déplacement domicile-travail. Je peux vous assurer que le type qui est content d'avoir trouvé un emploi de magasinier à 30 bornes de chez lui, vous n'allez pas lui expliquer qu'il ne prend pas sa bagnole pour y aller. No way. Or, il se trouve que quand j'ai fait le premier bilan carbone d'une grande surface en périphérie, j'ai été extrêmement impressionné par la distance moyenne que parcouraient les gens pour venir au travail. Voilà. Tant qu'on est dans un univers de choix, si les gens ont envie d'un truc plus intéressant à 30 bornes de chez eux, vous leur direz pas non, tu vas prendre un truc qui t'emmerde à 5 km de chez toi. Comme on est avec un type de métier qui est de plus en plus spécialisé, les gens ont des univers de choix qui sont non dépendants de la distance au domicile et dépendants de l'adéquation entre les besoins et leur formation. Et ça plaide pour des déplacements qui augmentent.
C'est particulièrement vrai pour les classes moyennes et les cadres supérieurs. Donc tout ça pour dire que je ne crois pas que les déplacements en voiture individuelle vont être divisés par 2 dans les 10 ans qui viennent, dans un monde qui continue à être raisonnablement stable sur le plan social. Je n'y crois pas. Du coup, ce que je crois, c'est qu'une des choses qu'il faut faire de manière absolument urgente, indépendamment du type de carburant utilisé, mais du coup ça veut dire que toutes les émissions de tous les carburants concernés baissent, c'est diminuer très rapidement la consommation unitaire des voitures. La physique étant ce qu'elle est, je vous rappelle que E égale 1,5 de mv2, donc la physique étant ce qu'elle est, vous ne pouvez pas faire ça sans baisser la masse et la puissance des véhicules en circulation. Et aujourd'hui, sans faire de la pub pour personne, le truc qui passe à peu près la rampe, c'est une 2 chevaux hybridée à l'air comprimé, donc typiquement ce que c'est faire Peugeot, ça vous fait du 2 litres au 100 sans trop de problème. Donc vous refaites des voitures qui font 500 kg, qui font 110 ou 120 km/h de vitesse de pointe, qui ont un moteur de 30 chevaux, et avec la technologie moderne, on sait les amener à 2 litres au 100 sans aucun problème. Mais il faut l'incitation fiscalo-réglementaire pour que les gens achètent ça, et pas autre chose. Donc il faut remettre en place la vignette ou quelque chose qui y ressemble, un bonus-malus annuel si vous voulez. Il faut mettre en place des à la casse, mais qui ont un delta très fort entre la consommation de la voiture abandonnée et la consommation de la voiture achetée. Il faut qu'il y ait un écart qui soit vraiment très conséquent. Et il y a un sujet, évidemment, qui vous dépasse largement, qui est qu'il faut être capable à nouveau de faire de la politique industrielle intégrée, c'est-à-dire qu'au moment où le constructeur va se lancer avec son investissement à quelques milliards qui permet de faire les voitures à 2 litres au 100, il faut qu'il soit sûr de les vendre. Donc il va falloir lui protéger le marché. Là, on a un vrai sujet dans la construction européenne, alors là aussi, ce n'est pas activable tout de suite, on a un sujet dans la construction européenne qui est qu'on devrait plaider pour le fait que quand on doit sauver le climat ou sauvegarder l'approvisionnement énergétique européen, on a le droit de faire des entorses à la fameuse sacro-sainte règle de la libre concurrence, qui en fait ne sert qu'à mettre un épais rideau de brouillard pour tous les investissements de long terme que du coup on ne fera pas. Donc la voiture à 2 litres au 100, il faut y aller le plus vite possible, le plus fort possible. Ce n'est pas une solution en particulier pour le diesel, mais c'est aussi une solution pour le diesel, puisque si on diminue toutes les consommations de tout, on utilise en particulier moins de diesel. Et par ailleurs, quand vous avez baissé l'assiette des consommations, les substitutions sont beaucoup plus faciles. Une fois que vous avez amené les voitures à 2 litres au 100, c'est plus facile de remplacer l'essence par du méthane, de l'électricité ou ce que vous voulez, que quand elles sont à 6 litres. Vous avez 3 fois moins d'énergie à substituer. Deuxième chose qu'il faut encourager très largement, vous connaissez l'exemple de Madrid. Madrid a mis en place un système de bus périurbains qui ont permis à l'agglomération, le Grand Madrid, un peu l'équivalent de l'Île-de-France, on va dire, d'avoir un taux d'utilisation des transports en commun dans les déplacements motorisés qui est le meilleur d'Europe. Meilleur d'Europe. Ils sont très loin devant les Hollandais et le fameux vélo d'Amsterdam. Si vous regardez, non pas le centre-ville d'Amsterdam, mais la conurbation urbaine au sens large. Cette affaire se place de la manière suivante. Le bus a une boucle de ramassage à 20 ou 30 km du périphérique. Ensuite, il fait un trajet d'une seule traite jusqu'à la station de métro la plus externe du métro madrilène. Et là, il y a une gare intermodale avec les bus qui rentrent au sous-sol. Les gens, ils montent un étage, ils prennent le métro ou là, ça dépend comment est configuré les lieux. Et crac, les gens repassent sur un mode lourd. On pourrait faire ça en Île-de-France, pour prendre une région que vous connaissez un peu, puisque vous y êtes au moins 2 ou 3 jours par semaine, où on pourrait mettre des bus périurbains tout autour de l'agglomération parisienne, avec des connexions au mode lourd, et des aménagements évidemment qui seraient nécessaires sur les gares de RER ou les... Voilà, donc ça c'est un truc, et ça c'est très très lourd, c'est très peu lourd en CAPEX. Un bus ça coûte rien, un arrêt de bus ça coûte rien, c'est quelque chose qui peut se mettre en œuvre extrêmement rapidement, et ça offre de la mobilité pour les déplacements du quotidien, très vite, à des gens qui aujourd'hui sont en train d'être chassés de la mobilité en voiture. Juste un calcul qu'on a fait au sein de Carbone 4 que j'ai le droit de vous donner, puisqu'il nous avait été payé par la SNCF qui nous a donné le droit de rendre ça public. Les investissements du Grand Paris, 40 milliards avant le facteur Pi, parce que vous savez que tous les prototypes font l'objet de ce qu'on appelle le facteur Pi, c'est-à-dire que vous partez du budget initial, vous multipliez par 3,14 et vous avez ce qu'on va vraiment payer à la fin. Ça marche pour Eurotunnel, ça marche pour l'EPR de Kilu Auto, ça marche pour n'importe quoi. Vous prenez, et pour les gens qui sont un peu dans notre métier, pour n'importe quel déploiement d'un logiciel un peu compliqué, ça marche très bien aussi. Voilà. Donc avant le facteur Pi, le Grand Paris, 40 milliards.
le transfert modal qu'autorisera le Grand Paris est à peu près nul. J'insiste, il est à peu près nul. Parce que ou bien vous faites des infrastructures en zone déjà dense, et à ce moment, il y a déjà une offre de transport en commun, et vous allez faire du report entre transport en commun ou de l'induction de trafic. C'est-à-dire que monsieur ou madame Michu aura le truc qui passe en bas de chez lui, et du coup, il ira un peu plus loin que s'il était allé à pied. Ou bien vous mettez la station de métro au milieu de la Pampa, et si vous êtes au milieu de la Pampa, il n'y a personne pour prendre le métro. Alors vous allez me dire, oui, mais on va construire plus tard. Oui, sauf qu'au moment où vous construisez, prenons le plateau de Saclay que je connais bien parce que c'est pas très loin de chez moi, au moment où vous urbanisez, il n'y a pas le métro, donc les gens se mettent en diffus à 20 ou 30 bornes du plateau de Saclay, et je peux vous assurer que le jour où le métro arrive qui fait Saclay-Paris, les gens ils vont pas déménager de Dourdan pour aller se mettre à Paris. Hein non, pour aller se mettre à Paris pour prendre le métro, ou se mettre à Saclay. Ils vont rester à Dourdan. Donc vous avez donc le report, donc avec les mêmes 40 milliards, vous seriez capable de remplacer la totalité du parc automobile francilien par des voitures à 2 litres au 100 en payant 80% de la facture pour les âges. Et là, vous économisez les 2 tiers du pétrole qu'on consomme. Donc il faut être un peu agile dans ces histoires-là et ne pas se dire, il faut faire les calculs et ne pas se dire, il y a un truc évident, j'interdis le diesel là, pour reprendre la main, et puis voilà, et puis les problèmes vont se régler. Non, non, tout est imbriqué. Un dernier point, je vais en parler très peu aujourd'hui. Il faut refaire des transports longue distance en capitale, mais ça c'est voilà. Et je vais passer la parole à Alain.